On accueille le docteur Aurélien Proux, qui est médecin en unité de soins palliatifs à l'Institut Paoli-Calmettes, pour nous parler de l'annonce des soins palliatifs. Merci à l'Oncopaca Corse de m'avoir invité et de m'avoir mis derrière Patrice. C'est toujours un exercice encore plus difficile. Donc moi je suis Aurélien Proux, je suis médecin de soins palliatifs depuis 10 ans à l'Institut Paoli-Calmettes et je vais vous parler de l'annonce des soins palliatifs, donc un sujet un peu difficile. On va essayer de faire ça avec un maximum de légèreté. On ne voit pas le PowerPoint. Ok, c'est parfait. Déjà pour commencer, je voulais reprendre quand même ces chiffres qui sont vraiment très intéressants. C'était l'introduction de la SFAP de cette année, le Congrès français de soins palliatifs. C'est issu d'une étude donc, qui a été réalisée aux États-Unis pendant la crise Covid, qui a voulu évaluer, quand quelqu'un décède d'une maladie, l'impact que ça va englober pour les aidants et pour les endeuillés. Et donc, si on prend les chiffres en France, 66 millions d'habitants en France, 650 000 décès par an, 450 000 d'une maladie grave, ce qui fait que chaque décès va être responsable, ça va impacter plus de 3 millions d'aidants qui vont être mobilisés justement pour ces patients atteints de maladies graves, et ça va représenter 6 millions de deuils donc d'une famille proche. Donc c'est quelque chose qui concerne énormément de monde, mais qui reste un tabou, avec qui on a beaucoup de mal à parler justement des soins palliatifs, de la fin de vie, de la mort, et je trouvais ça très intéressant de montrer qu'au final, c'est quelque chose qui touche quand même beaucoup de monde, et qu'on a besoin de libérer un petit peu ce sujet-là. Donc, comment annoncer une prise en charge palliative ? Encore aujourd'hui, on a beaucoup trop de situations où l'oncologue ou l'hématologue va attendre l'arrêt de la chimiothérapie, l'arrêt des traitements systémiques pour parler de soins palliatifs. Et je vous ai extrait justement un verbatim d'une étude qu'on a menée avec les psychologues de l'IPC qui ont observé les consultations des oncologues avec les patients dans les situations où on allait arrêter la chimiothérapie. Et on voit encore des phrases comme « il y a aussi l'option de ne rien faire et à ce moment-là sera mobilisée l'équipe de soins palliatifs ». Mais dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on entraîne ? On entraîne en fait deux annonces qui est responsable d'une triple peine. C'est que déjà, la maladie est en échappement, on arrête la chimiothérapie, on n'a plus rien à proposer et on déclenche les soins palliatifs. Et là, on fait deux annonces à ce moment-là. L'annonce des soins palliatifs, mais aussi l'annonce d'être dans une impasse thérapeutique qui va conduire forcément à la fin de vie. Et c'est entre autres pour ça que l'image des soins palliatifs, quand on l'évoque avec les patients, est très mauvaise, parce que les soins palliatifs, et ça a été largement décrit, sont aujourd'hui associés à la fin de vie. On parle de soins palliatifs quand on est en situation de fin de vie, et ce n'est pas le message du tout qu'on veut porter. Donc ça va être un peu l'objet de ma présentation, justement pour essayer de déconstruire un petit peu ça. Donc nous, à l'IPC, on ne parle pas d'annonce de soins palliatifs, on essaie de porter le message auprès des spécialistes d'une intégration, d'une démarche de soins palliatifs pour renforcer une prise en charge qui est déjà existante avec l'oncologue ou l'hématologue auprès du patient et de sa famille. Et donc, les maladies ne sont pas les mêmes, donc c'est pour ça que je vous ai schématisé sur ces courbes deux grandes trajectoires que peuvent présenter nos patients atteints de cancer. Donc la trajectoire A, qui est dit plutôt une trajectoire progressive, donc ce sont des maladies qui vont parfois durer sur plusieurs années, typiquement le cancer du sein, RH+, ou des maladies plutôt chroniques. Et en trajectoire B, des maladies qui sont vraiment d'emblée aiguës, parfois d'emblée graves, parfois dans le cadre de retard diagnostique, les cancers du pancréas par exemple, un cancer du poumon à petites cellules, qui sont des maladies qui progressent très rapidement et qui peuvent parfois mettre directement en défaillance le pronostic vital. Donc ce sont deux profils de maladies complètement différentes, et forcément l'intégration d'une démarche de soins palliatifs ne va pas être la même dans les deux cas. On va commencer par la trajectoire A, qui est plutôt une trajectoire homogène. Là, ce qui est important, c'est d'essayer de ne pas arriver trop tard, donc de ne pas arriver quand il n'y a plus de chimiothérapie. Et donc pour ça, on essaie d'expliquer, et c'est les discussions qu'on a avec nos oncologues, c'est quand on pense que la chimiothérapie ne va pas avoir un bénéfice majeur sur la survie, ou que sur le dernier scanner, on commence à voir une atteinte qui est de mauvais pronostic, une atteinte hépatique, méningée, une carcinose, on le sait, c'est des choses qui peuvent évoluer défavorablement. On est dans une situation où le patient, même si on débute une chimiothérapie,
peut avoir plusieurs trajectoires et on est dans une situation d'incertitude. Et on va parler justement de cette incertitude parce qu'on ne peut pas faire le pari que notre patient va prendre la trajectoire verte, parce que ça ne sera pas le cas majoritaire, surtout quand on est en phase avancée de la maladie. Et donc cette trajectoire verte, c'est qui va répondre et on aura le temps de prévoir les choses. C'est tout à fait possible que la trajectoire soit orange, c'est-à-dire que la réponse soit de faible durée et donc qu'on se retrouve rapidement avec une complication qui peut être menaçante ou une absence totale de réponse avec une complication qui va mener rapidement à une dégradation clinique et une situation de fin de vie. Donc quand on est dans cette situation-là, on demande à nos oncologues de se dire on s'affranchit de l'incertitude. Comme on dit en soins palliatifs, hope the best, plan the rest, ça veut dire espérer le meilleur, préparer le reste. C'est le moment où on peut commencer à amorcer l'idée que de rencontrer une équipe de soins palliatifs, même s'il n'y a pas de menace aujourd'hui, c'est quand même un moyen de se préparer, de faire un premier contact, même si ça n'empêchera pas de débuter une chimiothérapie. Comment on fait ça? La solution, c'est l'hôpital de jour de soins palliatifs. C'est une structure qui devrait être présente dans tous les hôpitaux. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ça va permettre, sur une demi-journée, de faire une évaluation avec l'équipe de soins palliatifs et avec l'oncologue. Et ça, j'insiste, d'avoir une évaluation conjointe. Ça permet directement pour le patient et la famille d'avoir une confiance qui se crée avec ces équipes qui font si peur. Ça permet, dans ce même temps, de faire intervenir une assistante sociale, une diététicienne, une psychologue, une aumônière, n'importe qui. On les fait intervenir directement au lit du malade. Ça, c'est quelque chose qui est pris en charge dans l'hôpital de jour. Et ensemble, avec le patient, la famille, l'oncologue, on redéfinit les objectifs qu'on va attendre de cette chimiothérapie et en essayant de placer la qualité de vie au centre des décisions qu'on va prendre. Ça nous permet justement d'anticiper, et si ça ne fonctionne pas, et si je ne la tolère pas, est-ce que je peux arrêter? Ça va nous permettre aussi de commencer à renforcer déjà le domicile. Et justement, un des points qui est quand même vraiment essentiel pour, on va dire, pousser à déclencher une prise en charge palliative précoce, c'est que là, un oncologue voit en consultation un patient avec un scanner qui est moins bon. Il va faire une demande d'hôpital de jour, il y a 15 jours de délai. On le rencontre, le patient en hôpital de jour. On décide de mettre en place un réseau. Il faut encore 15 jours. Donc déjà, avant de renforcer le domicile, on est déjà à 1 mois de délai dans les conditions qui sont plutôt correctes, c'est-à-dire pas l'été par exemple. Donc c'est un message fort pour dire il faut anticiper, il ne faut pas attendre que les choses aillent moins bien pour pouvoir déclencher tout ça, parce que forcément, ça prend un peu de temps et dans l'urgence, on est incapable de faire quoi que ce soit. Et ça, pour justifier l'importance de cet hôpital de jour, je vous présente le travail du docteur Joachim. Donc, c'est un interne qui a fait justement son travail de thèse, qui a voulu comparer les patients qui ont été rencontrés sur une année, soit à l'hôpital de jour de soins palliatifs, soit en hospitalisation, parce qu'ils étaient hospitalisés pour une complication. Et donc, du coup, quand on a comparé ces deux populations, on s'est rendu compte que les patients qui étaient rencontrés à l'hôpital de jour avaient un meilleur état général. Bon, on peut s'en douter, ils étaient quand même en ambulatoire. Mais surtout, il y a eu moins de soins intensifs en fin de vie, les fameux critères de Earle pour ceux qui connaissent. Il y avait un suivi de soins palliatifs qui était plus long, donc du coup une meilleure démarche, une meilleure adhésion, et surtout un moins d'hospitalisation dans les 14 derniers jours de vie, donc moins de réhospitalisation en urgence, ce qui est aussi logique parce qu'on a eu le temps de préparer les choses, on a eu le temps de définir le projet si jamais les choses allaient moins bien. Et j'attire votre point, donc ça c'est un travail qu'on est encore en train d'analyser, mais c'est un élément qui est ressorti. On a voulu interroger les patients qu'on rencontrait très précocement et qui n'avaient aucun symptôme, mais pour qui on déclenchait quand même une intervention de soins palliatifs. Et on s'est rendu compte que, et c'est vraiment quelque chose d'important, si on parle de soins palliatifs précoces, mais que derrière, il n'y a pas une évaluation avec une équipe de soins palliatifs, on va générer plus d'angoisse. Donc, si on débute une démarche de soins palliatifs précoces, je parle du spécialiste avec son patient, il faut absolument qu'il y ait quelque chose derrière, sinon on fait plus de mal, parce qu'on génère une sorte de doute, de questionnement de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'attend, j'ai pas très bien compris. Et nous, on se rend compte que quand on voit les patients, on leur explique et après ça va mieux, mais tant qu'ils n'ont pas rencontré d'équipe de soins palliatifs, ça ne génère que de l'angoisse. Donc ça, c'est vraiment aussi important de garder la mesure entre les besoins et les moyens. Donc là, on passe sur le traitement B, le trajectoire B, donc les patients qui vont avoir une entrée dans la maladie directement menaçante. Et je fais notamment écho à ce qu'on entend parfois, il est en première ligne, il ne peut pas être soin palliatif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne veut plus entendre parce que ça n'a absolument aucun sens. Et pour expliquer typiquement ce qu'on a essayé de mettre en place à l'IPC et qui a l'air pour le moment de fonctionner, je vais prendre un exemple. Donc c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc une femme de 47 ans à qui on découvre un cancer du sein HER2 3 croix,
qui a été d'emblée en défaillance hépatique sur le scanner que vous voyez. Il y a un pointeur là-dessus. Donc c'est celui-là. Vous voyez que le foie est très envahi. Alors bon, c'est un petit peu technique, mais le foie, c'est un organe qui est vital. Les oncologues ont débuté le traitement d'urgence qui est l'herceptine perjeta dans sa situation et on a discuté de son dossier en RCP cas complexe. Donc c'est une RCP qu'on a où il y a des médecins de soins palliatifs, des oncologues, des réanimateurs et on essaie de mesurer ce qui est la meilleure stratégie pour le patient pour éviter la perte de chance. Et les réanimateurs nous ont dit sur une défaillance hépatique, nous on ne peut rien faire. Et donc, du coup, on a décidé d'intégrer une démarche de soins palliatifs chez cette jeune patiente qui avait un traitement qui était en mesure de marcher. On lui a tout expliqué, ce qui n'empêchait en rien de poursuivre le traitement et tout ce qui pouvait lui être bénéfique. On a fait une réévaluation à 6 semaines, elle était en réponse complète, donc on a réussi à passer le cap du sepsis sans la défaillance. Et on voit, donc c'est le scanner d'à côté qui est quand même beaucoup plus rassurant. Et là, eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré la prise en charge palliative. Et ce concept de pouvoir dire on déclenche les soins palliatifs, mais on peut aussi les enlever s'il n'y en a plus besoin, ça permet de rester cohérent avec ce qu'on veut proposer auprès du patient, c'est-à-dire le maximum, mais tout en réévaluant, tout en se remettant en question sur le fait que est-ce que c'est encore adapté? Non, aujourd'hui la réanimation est plus intéressante devant l'évolution, donc il faut retirer cette prise en charge palliative. Et c'est ça qui nous a permis notamment d'arriver en hématologie avec des patients qui étaient justement très compliqués. Donc même en soins palliatifs, un patient d'hématologie peut aller en réanimation pour quelques situations, en oncologie aussi, mais on se pose toujours la question et les soins palliatifs ne doivent pas être une limitation sur l'engagement thérapeutique, mais un début de réflexion. Donc du coup, pour terminer mon propos, le but c'est d'identifier le bon patient au bon moment. Et donc, si vous voulez un petit peu de lecture, cet article est absolument exceptionnel de Huy, qui a été publié justement en 2018, qui présente un peu aujourd'hui les deux grands référencements qu'on a pour le soin palliatif. Donc vous voyez les petits bonhommes bleus, c'est ceux qui ont des besoins en soins palliatifs. Les petits bonhommes jaunes, c'est ceux qui ont des besoins mais qui sont capables d'être gérés par l'oncologue. Et les pointillés, c'est les patients qui sont adressés aux équipes de soins palliatifs. Le modèle A, c'est les essais typiques comme Temel, EPIC, on en a parlé. Donc c'est-à-dire qu'on adresse tout le monde. Ça ne marche pas, on le sait. On ne peut pas adresser tous les patients parce on a été promoteur, nous, d'EPIC. On a rencontré des patients qui n'avaient aucune envie de nous rencontrer, qui n'avaient aucun besoin. Donc c'était une perte de temps et pour le patient et pour nous. Et surtout, ça dépasse les capacités des équipes de soins palliatifs à rencontrer les patients qui ont des besoins, justement. Le modèle B, c'est le modèle actuel, c'est-à-dire que c'est un peu au bon vouloir des spécialistes qui vont nous adresser peut-être des patients qui en ont besoin, peut-être des patients qui n'en ont pas besoin et qui vont ne pas nous adresser des patients qui ont besoin. Et donc, il y a vraiment cette nécessité, et de toute façon, c'est un peu l'enjeu aujourd'hui dans la communauté internationale, c'est d'essayer de multiplier les moyens pour ne rater aucun patient et de bien les cibler pour pouvoir les voir au bon moment, et ça nécessite justement une précocité. Donc si on conclut, une intégration de soins palliatifs, elle doit être présentée comme un moyen de renforcer une prise en charge. L'intégration d'une prise en charge palliative, donc la fameuse annonce de soins palliatifs, n'est pas un virage, n'est pas un changement, et c'est simplement un moyen de renforcer une prise en charge qui est devenue plus compliquée. Elle doit sécuriser dans l'incertitude d'une évolution. C'est-à-dire que les patients n'osent pas forcément en parler à leur oncologue ou à leur spécialiste, mais nous, on doit aborder, et si, ça ne veut pas dire que ça va arriver demain, ça ne veut pas dire que ça va arriver tout court, mais si jamais ça va moins bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez qu'on parle des directives anticipées? Est-ce que vous voulez rentrer à la maison? Est-ce que vous voulez vous marier? Une question bête, mais combien de mariages on a réalisé en urgence à l'IPC? Des questions qui sont parfois complètement anodines. Est-ce qu'il faut organiser la visite d'un notaire? Est-ce qu'il faut préparer les choses pour qu'on s'en débarrasse? Comme ça, au moins, on n'est pas pris par une évolution qu'on n'aurait pas prévue. Elle doit être capable de se retirer si l'évolution est favorable, un des messages clés de la présentation. Et c'est surtout l'occasion de créer un projet de vie. Mais surtout, l'intégration d'une démarche de soins palliatifs ne doit pas empêcher l'accès à la chimiothérapie ou à un protocole de recherche, ne doit pas être responsable d'une perte de chance. Et je vous ai mis un exemple, mais le drain péricardique sur une tamponnade, une patiente qui a une qualité de vie qui est préservée, même si on ne fait plus de chimiothérapie, on peut drainer un péricarde, sauf en situation de fin de vie, j'entends bien, mais on peut drainer un péricarde, il faut se poser les questions, qu'est-ce qu'on va lui apporter en termes de qualité de vie, et surtout ne doit pas être un abandon. Et je terminerai sur cette slide. C'est l'étude qui a été menée par notre infirmière Vanessa Collin sur les AJA pour renforcer l'importance des soins palliatifs et vous présenter. Donc ça va être présenté à l'ESMO cette année. Donc si vous prenez en photo, ne le publiez pas s'il vous plaît. Elle a évalué
l'intensité des soins en fin de vie de tous les AJA qui sont décédés à l'IPC sur 10 ans. Donc c'est une grosse cohorte parce que ça reste une population qui a un retard manifeste à une intégration de soins palliatifs. Et on a, en réfléchissant, proposé ce nouveau critère d'intensité qui est le nombre de jours passés hospitalisés dans un service de soins aigus, y compris la réanimation, sur les 30 derniers jours de vie. Et on voit à gauche les patients qui n'ont pas rencontré d'équipe de soins palliatifs, donc qui ont passé quasiment leurs derniers mois hospitalisés, et à droite, ceux qui ont pu rencontrer une équipe de soins palliatifs, et donc avec qui on a pu créer, donc c'est des AJA moins de 30 ans, avec qui on a pu créer des projets, la maison à Gardanne, les unités de soins palliatifs, des retours à la maison, mais qu'on a pu réussir à faire sortir de l'IPC, et donc du coup, quelque chose vraiment d'essentiel. Donc je voulais partager ça avec vous, surtout pour un travail de notre infirmière qui est vraiment exceptionnel. Voilà, je vous remercie pour ce... Merci beaucoup Aurélien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce thème des soins palliatifs? Ah, une main se lève. Bonjour. Pour l'hôpital de jour de soins palliatifs, est-ce que vous le faites quand les patients ont encore des traitements oncologiques ou seulement quand c'est arrêté? Justement, non, c'est une bonne question. Au contraire, on le fait quand ils ont encore des traitements. Et justement, ça arrive de plus en plus que les oncologues, avant d'initier une 3e ligne ou une 4e ligne, veulent justement qu'on prévoie ensemble un hôpital de jour pour décider si on débute ou pas cette ligne de chimiothérapie. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'avais juste une remarque, enfin, plus qu'une question. Juste pour vous dire qu'il est vraiment essentiel et urgent que sans doute on propose les soins palliatifs à nos patients précocement. Et j'espère que nos politiques auront cette présence d'esprit de bientôt légiférer sur la fin de vie. Je pense que ça devient de plus en plus essentiel pour notre société, parce qu'on ne peut plus se retrouver dans des situations qu'on connaît actuellement. Alors, pour vous répondre, justement, le ministère de la Santé a lancé un appel à consortia pour toutes les équipes de soins palliatifs de France, auxquelles peut-être certaines ici ont répondu. En tout cas, nous, on y a répondu. Et le but est justement de développer la recherche en soins palliatifs pour progresser, pour gagner en crédibilité et changer aussi un peu le visage. Donc, il y a cette volonté de changer d'un point de vue du ministère. Moi, j'ai une petite remarque et une question. Une remarque, c'est que je trouve, et votre question va dans le même sens, je trouve que soins palliatifs, c'est encore très connoté par les patients fin de vie. C'est-à-dire quand on leur dit on va vous faire rencontrer une équipe de soins palliatifs ou on prépare un hôpital de jour de soins palliatifs, globalement, ils ouvrent des yeux, ils se décomposent et ils se disent ça y est, c'est fini. Et je trouve qu'il faut refaire tout un travail d'explication pour dire attendez, soins palliatifs, ça ne veut pas dire qu'on est dans votre fin de vie, ça veut dire qu'on est dans une période où on a besoin de s'occuper aussi de tout un cortège de symptômes, de votre qualité de vie, de votre entourage, pour vous aider à être bien dans ce moment, effectivement, où il peut y avoir des choses difficiles. Et je trouve qu'on est encore beaucoup dans cette situation-là. Mais c'est une remarque. Alors, si je peux répondre justement, un des moyens de lutter contre cette remarque, enfin cette réflexion que vont avoir les patients, c'est de dire si je vous fais de la chimiothérapie, vous n'êtes pas en fin de vie. Donc, c'est aussi un moyen de s'aider. Mais autant il y a encore, enfin ça va être difficile de faire changer les mentalités, ça prend du temps, autant nous on rencontre de plus en plus de patients qui veulent nous rencontrer alors qu'il n'y a pas forcément encore un besoin, parfois ils sont encore en première ligne sans aucune menace. Donc de plus en plus, les patients vont à notre rencontre pour pouvoir justement les aiguiller sur leur parcours et anticiper. Ouais, moi, je leur explique beaucoup que souvent, je leur dis, mais vous êtes déjà depuis un long moment dans une situation palliative qui s'oppose à curatif et où finalement, vous vous en rendiez pas compte, mais on était déjà dans cette phase-là avec peut-être moins de besoins. Après, j'ai une question aussi sur l'intérêt des hôpitaux de jour, parce que des fois, il faut reconnaître que nous, oncologues, on est un peu proactifs avec les traitements. On a des fois du mal aussi à dire on arrête. La relation avec le patient et des fois on a de confiance en disant est-ce qu'on fait un nouveau traitement, et que peut-être les hôpitaux de jour sont aussi des temps un petit peu plus posés de réévaluation des besoins d'une situation à la maison qui peut permettre aussi d'ouvrir une petite fenêtre pour dire finalement si on ne fait pas de chimiothérapie, peut-être que vous serez un peu mieux et que la qualité, le temps qui reste sera aussi de la qualité de vie. Mais
en ayant peut-être déjà ouvert d'autres hôpitaux de jour avant, d'autres séances, et je trouve que c'est des fois aussi intéressant. Ce qui est compliqué pour l'oncologue, c'est de dire je ne fais pas de chimiothérapie, du coup je fais rien. L'intérêt justement d'intégrer précocement une démarche de soins palliatifs, c'est qu'on représente l'alternative à ne pas faire de chimiothérapie. Et on sécurise, parce que et s'il m'arrive ça, qu'est-ce qui va se passer? Et donc du coup, nous, c'est notre travail qui est justement d'avancer progressivement sur qu'est-ce qui va se passer si on ne fait pas de chimiothérapie. Et c'est là où vraiment il y a une très bonne articulation. Et c'est l'objectif qu'on va mettre derrière cette chimiothérapie, qu'on rediscute nous avec l'oncologue, qui va permettre, avec le patient, qui fait qu'au final la décision vient du patient le plus souvent de bon, je débute, puis au final vous avez raison, je la tolère mal, j'en ai marre de venir à l'IPC, j'en ai marre de venir à l'hôpital, j'en ai marre des piqûres, des prises de sang, des machins, je préfère arrêter. Donc quand ça vient d'eux, ça se passe beaucoup mieux. Une question supplémentaire? Oui, j'ai juste une intervention à faire. Moi, je viens d'Ajaccio, et donc on a construit un nouvel hôpital, comme vous devez le savoir, et on a accueilli depuis quelques mois l'oncologie qui était jusque-là dans un autre établissement. Et le choix qui a été fait pour dédramatiser et changer un peu la mentalité, c'est que les tâches se partagent entre l'hospitalisation d'oncologie, les soins palliatifs et le SMR oncologie. Alors au début, c'était impossible que les équipes puissent travailler ensemble. Ça a été vraiment un gros choc. Et puis là, il y a 8 mois de recul et c'est complètement différent. Donc c'est vrai qu'on évolue un petit peu aussi comme ça. Voilà, c'était juste une intervention. Merci. Merci. Des interventions supplémentaires? J'ai une question pour toi, Aurélien. Bon, d'abord, l'échange entre vous là autour de l'accès aux soins palliatifs, y compris avec l'intervention de la salle sur les possibilités de légiférer, etc. C'est un élément essentiel, en effet, qu'il faut régler. Il faut rappeler quand même que les approches un peu maximalistes et excessives des oncologues dans les chimiothérapies de énième ligne qui n'apportent aucun bénéfice, elles ont été en partie la conséquence en fait de l'absence d'accès aux soins palliatifs. Et souvent, la réflexion des oncologues, c'était finalement, il vaut mieux faire venir le patient pour lui faire une chimiothérapie dans laquelle je n'ai pas beaucoup d'espoir, mais au moins c'est une occasion de voir les patients et de s'en occuper et de répondre aux symptômes. Bon, évidemment, si on y réfléchit, c'est totalement aberrant. Et donc, la question de l'accès possible partout aux soins palliatifs se pose avec acuité pour justement mettre fin à ces traitements qui n'ont pas de sens. Une question quand même, pour rebondir sur l'interpellation, parce qu'elle a été évoquée par des patients, donc j'essaie de m'en faire le relais. C'est un peu provoquant, mais j'aimerais ton avis. Tu as exposé cette conception très moderne du soin palliatif et à laquelle j'adhère totalement et dans laquelle je m'inscris totalement. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, on le sait chaque fois qu'on prononce le mot de soins palliatifs, on a, dans le meilleur des cas, cette phase où il faut expliquer que ce n'est pas du tout ce que la patiente a compris ou le patient a compris, mais c'est tout autre chose, et ce que tu viens d'expliquer là. Mais quand on arrive à ce niveau de discordance, en fait, entre ce que l'on met derrière un mot et la réalité de ce que c'est, est-ce que quelquefois, il ne faut pas se poser la question de est-ce que le mot est bien choisi ? Et est-ce qu'il y a des réflexions dans le monde du soin palliatif pour se dire, si après tout 90% des malades sont terrorisés à l'idée d'entendre le mot soin palliatif, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par appeler les choses par un autre nom ? Parce que très honnêtement, ce qu'on décrit là, et quand on leur dit par exemple, non, c'est pas tout à fait du soin palliatif, c'est du soin de support. Là, tout le monde, ah oui, super, le soin de support, je suis à 100% pour. Et donc, quelquefois, je me demande si vraiment on ne peut pas faire l'économie de cette phase de terreur dans laquelle les gens se retrouvent plongés, alors que c'est tout autre chose qu'on veut leur proposer. C'est un débat qui est... Enfin, c'est une question qui est régulièrement posée. Il y a un peu deux camps. Ceux qui disent oui, il faut changer, et la plupart qui sont des médecins de soins palliatifs qui disent ben non, il faut appeler un chat un chat. Je vais me mettre au milieu. Quand je rentre dans une chambre et que le patient, comme ça, me dit « Vous êtes qui ?» Je dis « Je suis le médecin de soins de support et de soins palliatifs. » Ça lui permet de choisir ce qu'il veut. D'expérience, les patients, quand on les voit, quand on arrive à l'hôpital de jour, ils sont comme ça, dans leur lit, en mode « Qui va arriver ? Est-ce que ça va être un type avec une cape ?»
quand on commence à discuter, la grande majorité vont nous dire « Je ne voulais pas vous rencontrer, docteur. Mais maintenant que je vous ai rencontré, je me demande pourquoi je ne vous ai pas rencontré avant. » Et c'est pour ça que justement je dis déclencher du soin palliatif précoce, si ça ne suit pas derrière, on fait juste du mal. Et d'ailleurs, j'attends l'analyse définitive pour pouvoir mieux répondre à ta question, Anthony. C'est qu'aujourd'hui, en hémato, les leucémies aiguës du sujet âgé, au diagnostic, même si on fait la chimiothérapie de première intention, on sait qu'ils ne vont pas les greffer. Au diagnostic, les hématologues les signalent en soins palliatifs maintenant. Aucun symptôme, rien du tout, projet de chimio, soins palliatifs d'emblée, parce qu'ils veulent avoir ces démarches-là. Les hématos qui avaient un retard énorme sont en train de nous ont pris de court aujourd'hui. Et en fait, on s'est posé une autre question, c'est bien de parler de soins palliatifs, ils sont inquiets. Quand on les rencontre, on apaise cette inquiétude, mais on réalise quand même qu'il y a un truc sous-jacent, et donc c'est le travail que j'ai commencé un peu à vous en parler, mais l'analyse n'est pas terminée, donc c'est un peu frustrant. C'est qu'on a demandé encore à une psychologue d'aller interroger des patients qui n'ont aucun symptôme sur le vécu d'une annonce de soins palliatifs, de façon à essayer aussi un peu, nous, de prendre un petit peu de recul, de ne pas rester trop convaincu qu'on fait du bien, mais de ne pas sous-estimer un impact psychologique qui pourrait être derrière, qui est un peu cloisonnant ou condamnant. Donc de toute façon, je vais mourir, j'ai rencontré l'équipe de soins palliatifs, même si on me fait un traitement. Enfin, de ne pas gâcher le temps qui reste. Donc on a quand même ce questionnement qui est de dire, soyons attentifs aussi à ce qu'on entraîne derrière, même si on sait qu'on apporte quelque chose.